Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle masterclass Booster la cohésion et l'efficacité d'équipe par l'agilité comportementale. Alors, vous commencez à nous suivre depuis un certain nombre de mois, vous êtes fidèles, on vous en remercie, vous êtes de plus en plus nombreux, on vous en remercie aussi. Comme d'habitude, nous nous baserons sur le modèle ComProfiles qui a été développé par Robert Weiss qui est ici présent. Donc, pour cette nouvelle masterclass, comme d'habitude en démarrage, nous allons nous assurer que vous entendez bien nos voix ainsi que vous voyez bien le visuel à l'écran. Est-ce que vous pouvez nous écrire dans le chat en bas à droite de votre écran si tout marche bien, si vous nous entendez? Merci Pierre, bonjour. Tout va bien, bonjour à tous. Super, bon, on va continuer, donc ça a l'air de fonctionner pour tout le monde. On va commencer doucement par des petites introductions en attendant que tout le monde nous rejoigne. OK, merci à tous de nous avoir écrit que ça fonctionnait. Alors, pour changer un peu l'ordre, d'habitude, pour pas que vous vous lassiez, on va commencer par parler un peu de nous rapidement parce que vous commencez quand même à nous connaître. Donc moi, je suis Nadège Rouanet, je suis psychologue du travail de formation, coach professionnel et consultante. J'ai travaillé pendant 18 ans dans un grand groupe de la région comme responsable carrière. Et à ce titre, j'ai pu accompagner de nombreuses équipes dans leur montée en compétences. Et nous nous sommes rendus compte que l'agilité comportementale était un facteur clé dans la cohésion et l'efficacité de nos équipes. Et c'est à ce titre que nous avons fait appel à Robert et ses équipes pour intervenir et sensibiliser nos managers à l'agilité comportementale comme booster de cohésion et d'efficacité au sein de nos équipes. Et depuis, on travaille ensemble avec Robert. Robert, je te laisse te présenter à ton tour. Oui, oui, bonjour à tous, j'ai fait une carrière d'universitaire, de prof de fac et puis ensuite j'ai monté Comme Prof Institute qui est un institut à la fois de recherche et développement dans le domaine de la communication, du leadership, de l'agilité comportementale et où nous formons aussi des professionnels de l'accompagnement du changement. Moi-même, j'ai énormément travaillé en entreprise à côté de mes activités purement universitaires, surtout dans l'accompagnement du changement, hein, le management du changement, la conduite des projets de changement. Voilà, alors, je suis effectivement le concepteur du modèle avec lequel en fait, du modèle et des outils avec lesquels nous travaillons. On va en voir un tout petit peu là aujourd'hui et notamment l'influence de l'agilité comportementale, l'impact de l'agilité comportementale pour les équipes. Mm, Voilà. mm, mm. On ne se doute pas à quel point ça peut régler beaucoup de choses au sein des équipes, et notamment sur les résultats et l'efficacité. Alors, pour commencer, pour introduire en fait notre présentation, on a un petit sondage à vous proposer, comme on essaie de le faire souvent, pour, euh, pour vous faire participer. Donc, quels sont pour vous les facteurs les plus importants pour la cohésion et l'efficacité de l'équipe? Alors, attention, vous n'en proposez que deux, les deux qui vous semblent les plus pertinents selon vous. Donc, un, la confiance entre les membres de l'équipe. Deux, la coopération entre les membres de l'équipe. Trois, la gestion du stress des membres de l'équipe. 4. La gestion des conflits et des divergences entre les membres de l'équipe. 5. L'engagement dans les objectifs communs. 6. Que chaque membre de l'équipe se sente responsable vis-à-vis des autres membres. 7. La qualité des relations et la connaissance réciproque. 8. Un leadership inspirant et fédérateur. Ou enfin 9. Un leadership porteur du sens collectif. Donc, si vous pouvez nous inscrire dans le chat en bas à droite, selon vous, quels sont les deux facteurs les plus importants pour la cohésion et l'efficacité des équipes? Vous pouvez écrire juste les numéros aussi, hein. Donc, on a engagement et coopération, qualité des relations et le leadership qui est porteur du sens collectif, la coopération qui revient, la qualité des relations qui revient pas mal, le leadership inspirant et fédérateur, l'engagement, la responsabilité, on a la confiance et la coopération, l'engagement encore, très bien, la confiance et l'engagement, coopération, qualité des relations, gestion du stress.
Donc, on voit, Robert, là, dans les réponses des participants, merci pour vos retours à ceux qui ont répondu. Ben, en fait, on voit tout, Robert. Je crois qu'il y a pas Oui, une réponse qui n'a pas été donnée. bon, non, bon, c'est assez normal que ces facteurs soient, je veux dire, jouent un rôle, hein, et je vois que beaucoup ont plébiscité l'im l'influence des leaders, hein, Mmh. sur évidemment, la cohésion et l'efficacité de l'équipe. Les leaders jouent un rôle très important et à l'intérieur de ça, bon, c'est vrai qu'il y a une distribution, mais bon, l'engagement et la responsabilité des gens jouent un rôle, aussi très important aux yeux de de notre auditoire. Heu, bon, alors, pas seulement, hein, c'est bon, moi, bon, tous ces facteurs sont très importants et là, le classement que vous avez fait, bon, on vous a obligé de choisir seulement 2 facteurs, mais je suis sûr que vous auriez dit, vous auriez plébiscité plus de facteurs et alors, mettons de côté l'influence des leaders pour l'instant, hein, à l'instant, et de se dire qu'est-ce qui se passe? Pourquoi si on rencontre des problèmes par rapport à ces facteurs qui sont décisifs, comment on peut expliquer ça? La position qu'on a, à partir de la méthode, Comprofiles, disons du modèle Comprofiles, c'est que si nous rencontrons des difficultés de coopération, si nous, rencontrons des difficultés par rapport à l'établissement de la confiance ou encore, des problèmes d'engagement dans une équipe et de responsabilisation des gens, en fait, je pense qu'il faut simplement reconnaître notre responsabilité là-dedans. Et très souvent, si jamais, nous sommes, en position d'être leader ou d'être, dirigeant d'une équipe, on s'aperçoit que ça dépend énormément de la vision du monde que l'on a et de l'orientation de notre vision du monde et de notre état d'esprit. C'est-à-dire, est-ce que notre vision du monde est orientée vers l'extérieur ou vers notre propre petite bulle et est orientée vers nous? Et on s'aperçoit que, pour l'ensemble de ces facteurs, mais on va voir que c'est vrai dès le départ sur la communication interpersonnelle, ce qui est déterminant, c'est que notre vision du monde soit, orientée vers l'extérieur, c'est-à-dire que nous ne soyons pas esclaves et dépendants de notre seule vision des choses et que d'autre part, dans notre, la conséquence de ça, c'est au niveau de la relation, c'est que, on soit capable de donner la priorité à l'autre dans la relation. C'est-à-dire qu'à la fois, d'être ouvert à la vision des autres de l'extérieur, de donner la priorité à l'autre dans la relation, ce sont les facteurs qui sont déterminants pour justement la qualité des relations, la cohésion des équipes, l'efficacité des équipes. Mmh. Donc on va revenir là-dessus, mais c'est les points qui sont disons les plus importants. Tout à fait. Passons sur la communication qui est un échange, d'énergie. Qu'est-ce que tu as à nous dire à ce Oui, alors bon, là, je vais simplement, vous asséner des définitions pour aller vite, hein, mmh pour aller plus vite vers des exemples d'équipes. Certains d'entre vous sont familiers avec les approches, c'est-à-dire que qu'est-ce qui se joue dans la communication? Bon, ou qu'est-ce que nous faisons dans la communication? Nous échangeons des opinions, des sentiments, des informations, et cetera, des émotions et tout. Mais en fait, on s'aperçoit que, dans certains cas, dans une communication avec quelqu'un, très vite, on se sent bien, c'est comme si on se remplissait d'énergie et dans d'autres cas, c'est comme si on avait une espèce de dépérissement énergétique ou une hémorragie énergétique et on se sent mal et on aurait envie de quitter la relation tout de suite. mh. Bon, ça indique que quoi? Ça indique que à travers l'échange d'informations, le partage et l'échange d'informations, de sentiments, d'opinions, d'émotions, et cetera, ce qui se joue dans la relation, c'est en fait l'échange d'énergie émotionnelle. Et cette énergie émotionnelle, d'où vient-elle? On s Là, toutes les recherches, bon, montrent que l'énergie émotionnelle, disons, la génération d'énergie émotionnelle et l'échange, ensuite, vient de la satisfaction ou non de nos besoins psychologiques prioritaires. Et donc c'est vrai pour tout le monde ça joue un rôle extrêmement important. Donc se centrer sur l'autre, heu,
prendre connaissance de ses besoins, comprendre ses besoins et puis int je veux dire, en tenir compte dans la relation avec l'autre et nourrir ses besoins pour que donner de l'énergie à la personne, c'est des choses qui vont changer radicalement les rapports. Ça va aussi changer, en fait, notre gestion du stress. Parce que très souvent, les problèmes que nous rencontrons sont des problèmes, Mmh. avec des personnes qui sont sous stress. Bon, ça peut être nous-mêmes, hein, mais si on se centre sur l'autre et qu'on a la priorité à l'autre, on doit se demander qu'est-ce qui se passe pour l'autre? Et quand l'autre est en difficulté ou nous pose des difficultés, est en difficulté lui-même quand il est sous stress. Et là, il faut voir aussi, bon, très rapidement, hein, de qu'est-ce que c'est que le stress? Ça, on va le Et voir après, on peut-être, va le voir après après. la Ouais. présentation, tout à fait. D'abord, on va leur demander leur fonction. Quelle est votre fonction? Quelle est la problématique numéro un en matière de cohésion et d'efficacité d'équipe que vous pouvez rencontrer actuellement, donc en lien avec cette masterclass? Et quelle échéance vous avez pour résoudre cette problématique? Donc, si vous pouvez nous écrire dans le chat à bas à droite, maintenant qu'on s'est présenté, à vous de vous présenter, faisons connaissance avec vous. Qui êtes-vous? Votre fonction, la problématique en lien avec le sujet de la masterclass d'aujourd'hui et à quelle échéance vous souhaiteriez le résoudre. Donc en bas à droite, toujours pareil, dans le chat, au moins on peut en prendre connaissance et partager avec vous. Ah, je ne vois rien apparaître. Aucune fonction, aucune problématique et aucune échéance. Est-ce que vous pourriez indiquer peut-être, s'il vous plaît, ce qui vous intéresse tout simplement dans cette masterclass? Qu'est-ce qui a fait que vous y êtes inscrit, qui a capté votre intérêt, votre attention? Je ne sais pas si le chat a un souci ou si ça fonctionne, mais je ne vois pas. Est-ce que tu vois des réponses, toi, Robert, de ton côté? Non. Non plus, hein? Ah voilà, cadre en santé en SDIS. Ah bonjour, je vous ai eu au téléphone, Séverine. J'ai une équipe ancienne et les relations sont très passionnelles dans l'échange productif ou les conflits. J'ai eu un certain nombre d'entre vous au téléphone en amont de notre masterclass pour ceux qui ont complété la fiche. Et donc, Séverine, on a pu échanger hier par téléphone. On a Mélanie aussi qui est assistante manager comptable client. Et l'objectif, c'est faire adhérer à des nouvelles méthodes sous 3 mois de préférence. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent partager? Donc voilà, Corinne, responsable qualité, pas de cohésion et pas de confiance de l'équipe car pas de communication avec le N+1. Donc un souhait d'échéance à 3 à 6 mois pour Corinne. Robert, est-ce que tu veux réagir déjà à ces Non, mais en problématiques? fait, on s'aperçoit qu'il y a en fait, comment on construit la cohésion et l'efficacité d'une équipe, il y a 2 grands facteurs, hein, qui dominent tout: la qualité des relations et d'autre part, la production en commun, la conception et la production en commun ensemble, d'un projet commun. Mmh. Et là, on voit bien que dans plusieurs problèmes rencontrés, il y a la qualité des relations, n'est pas optimale et qu'on doit se poser la question: comment on peut arriver à améliorer la qualité des relations dans une équipe? Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ça? Alors, on va voir combien l'agilité comportementale peut être importante par rapport à ça. On donnera des exemples. Et puis, il y a des éléments, par exemple, faire adhérer à de nouvelles méthodes. Bon, ça, c'est un projet de changement. C'est un Mmh. projet de changement. Comment on arrive à bâtir et à suivre, à conduire un projet de changement? Ça, alors, il faut évidemment que la confiance et la coopération soient au rendez-vous. La qualité des relations va jouer un rôle, mais la construction même du changement et de sa mise en œuvre, de manière commune, Mmh. participative, va jouer un rôle très, très important. Ouais, le projet commun Bon semble là, de la essentiel. même Mmh. pardon? Tu disais le projet commun est essentiel, en fait. Projet commun est essentiel, oui. Ça répond à la Et question de Fabien, du coup, qui dit qu'il faut trouver des objectifs communs au sein de l'équipe. Ils ont du mal à travailler ensemble les uns les autres d'entre bon, ça, services. ça peut être technique aussi parce que, est-ce que l'entreprise,
où Fabien, vous avez mis en place, des méthodologies qui vous permettent de bâtir des Mmh mh. objectifs communs. On Ouais. s'aperçoit que si les objectifs sont top-down, ils sont difficilement communs. Mmh mh. Et les gens peuvent s'opposer autant ou résister autant qu'y adhérer. Bon, pour être sûr que des gens adhèrent à des objectifs, il faut qu'ils aient un rôle, une action participative très importante, soit au niveau du choix des objectifs, soit au niveau de la manière de réaliser les objectifs. Donc ça, c'est certain, ça, c'est ce qui fait c'est un autre, sur l'autre axe, hein, Mmh le mh. projet commun et la mise en œuvre du projet commun. Mmh mh. PDG en Oui, c'est problème encore Guillaume que ancien, j'ai eu ce matin au Cyril. téléphone sûrement, tout à fait, dont Oui, je te parlais. bon, Mmh, c'est mmh mh. et nouveau sur le court terme, versus sur le long terme, mais aussi sur C'est un l'ambition CODIR qui pour est très l'entreprise. orienté Là opérationnel, ouais. là encore une fois, c'est quelque chose qui engage, la construction, c'est la stratégie de changement. Donc, il y a des points qui concernent comment on va mener le changement, comment les gens adhèrent à la nouvelle vision des choses, surtout pour, quelqu'un qui serait nouveau à la tête. Il faut construire, on sait bien qu'il faut construire le nouveau avec l'ancien, donc pas dévaloriser l'ancien, mais en même temps que certainement que les anciens modes ne répondent pas aux enjeux d'aujourd'hui. Donc comment arriver à ne pas dévaloriser ce qu'ont fait les gens, mais en même temps les amener vers de nouvelles ambitions, vers de nouveaux projets, mener ces nouveaux projets, le fait qu'ils comment les faire adhérer ou s'approprier ces projets. Donc Mmh mh ça, mh. c'est tout un processus de changement et quelquefois de changement culturel, hein, ça peut être profond d'une certaine Mmh mh. manière. On ne peut faire qu'avec la participation des gens et les mobiliser pour qu'eux-mêmes aient l'impression concrète qu'ils sont en train de eux-mêmes concevoir les mutations, les transformations qui vont être menées, de telle Mmh mh. sorte qu'ils soient motivés et qu'il n'y ait pas de résistance. Ce qui permettra le passage à l'action derrière. Mmh. Mmh mh. Sylvie, que j'ai eue au téléphone aussi, elle a besoin de maintenir la motivation et l'adhésion au sein de ses équipes, par exemple. C'est une problématique, pour elle, hein. Elle donne le sens, elle donne l'objectif, le projet commun, mais elle a du mal à avoir la motivation, l'engagement, l'adhésion de l'équipe. C'est ça, mais comment les gens travaillent ensemble? On verra Mmh. un exemple Oui, tout de suite là, après, oui. un exemple d'entreprise, que j'ai connu moi-même et qui rappelle en fait, à la petite phrase qui est là, comment arriver à faire adhérer les gens, la motivation et tout ça et les choix qui ont été faits à ce moment-là par la direction générale de l'entreprise, point de vue du concours qu'on pouvait lui apporter. Mmh mh, mmh Il mh. y a, coach pro formateur sur des thèmes d'affirmation et là, j'ai pas compris quelle est la question là par rapport à ça ou quelle est la difficulté? Heu, C'est une personne qui doit intervenir en accompagnement sur des thèmes d'affirmation ouais, de soi, prise de bon, parole, cohésion. ouais, mais bon, là, je vois pas, il faudrait qu'on sache plus sur quelle est la difficulté à surmonter. Président d'association, difficultés relationnelles dans l'équipe. Bon là, ça a très direct là, Mmh. sans doute que les méthodes d'agilité comportementale pourraient apporter un mieux très, très directement. Mmh mh. Bon, on a commenté les autres. Peut-être qu'on va aller Oui, de on l'avant et va puis on continuer dans reviendra le sur le point. tout à fait. Ouais. Donc tu avais commencé à nous parler du stress, Robert, donc continuons Oui, sur le stress. c'est à partir du moment où la communication interpersonnelle est un échange d'énergie émotionnelle, on peut se trouver à certains moments, en fait, avec, le sentiment, avec la perception que on a un manque d'énergie pour, en fait, gérer harmonieusement et efficacement une difficulté, que la difficulté soit celle d'une situation, heu, bon, à laquelle faire face, difficile, ou que ce soit des relations difficiles. Et on s'aperçoit que lorsqu'on a une perception, bon, d'un manque d'énergie ou d'un déficit de ressources entre l'énergie dont on aurait besoin pour bien gérer cette situation, ou cette relation et puis ce qu'on est capable de mobiliser comme énergie, à ce moment-là, si on a un décalage et qu'on ressent un déficit, ça nous ça nous fait passer sous stress. L'autre raison qui peut faire ça, c'est que
on perçoive la relation comme une menace de perte de ressources qui va nous amener peut-être un déficit à venir. Et là aussi, c'est des choses qui nous font passer sous stress. Et en fait, on a en nous-mêmes des comportements régulateurs par rapport à ça. C'est intéressant de voir qu'est-ce qui se Mmh. met en place de manière automatique quand on a cette perception, donc cette perception qui nous est personnelle, hein, c'est soit d'un déficit de ressources, soit de la menace d'une perte de ressources, et qu'on passe sous stress. Quels sont les mécanismes de régulation qui s'opèrent en nous-mêmes? Ça, la recherche est très claire Mmh. par rapport à ça. À ce moment-là, il y a des mécanismes de régulation qui font que on va se protéger l'énergie que l'on pense avoir et on va se défendre par rapport au risque de perdre cette énergie. On a l'impression d'avoir peu d'énergie, hein, il y a une perception comme ça, et il se met en place des comportements qui sont en fait des processus automatiques à l'intérieur de nous-mêmes. On n'est pas à la tête de ces processus, ce sont des émotions internes, des peurs internes qui sont à la tête de ces processus, Mmh. et, ces émotions nous gouvernent nos comportements et génèrent des comportements qui sont plus forts que nous, aux D'accord. commandes desquels nous ne sommes pas. C'est ce processus-là, nous appelons ça la survie. Et en fait, on s'aperçoit que, alors que en survie, le but de notre organisme, c'est d'arriver à nous protéger et à défendre notre capital émotionnel et donc notre énergie émotionnelle. En fait, comme on ne donne pas d'énergie, comme on devient avare de notre énergie Bavard, oui. vis-à-vis des autres, on n'en reçoit pas. Et l'effet que ça a, c'est que, en fait, ça nous met dans une impasse. Non seulement on n'est pas aux commandes de nos comportements, les comportements s'imposent à nous, ils sont plus forts que nous. Et d'autre part, ces comportements qui sont plus forts que nous et qui sont générés par des peurs internes, en fait, ne sont pas appropriés. Ce pas des comportements agiles, c'est des comportements qui sont stéréotypés, qu'on connaît Mmh. par cœur chez nous Mmh mh. et qui sont répétitifs chez nous. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ne sont pas appropriés à la situation et donc ils n'ont pas d'effet positif dans la relation. Et au bout du compte, en fait, c'est ce comportement, ces mécanismes régulateurs de défense et de protection nous amènent dans une impasse. Tout ça, c'est la survie. C'est un Alors, on cercle pourrait vicieux en quelque sorte, donner on plein, passe. plein d'exemples par rapport à ça. Et Mmh. ce qu'on peut observer, c'est que, en fait, on donne l'impression d'essayer de nourrir nos besoins et de générer de l'énergie pour nous-mêmes, mais aux dépens des autres. Aux dépens des autres. C'est-à-dire que la relation est viciée d'une certaine manière et le coût qu'il va y avoir, le coût relationnel, va être Mmh. très important. En même temps que souvent nos regrets et nos remords ou nos culpabilités d'avoir gâché la relation ou d'avoir maltraité d'autres personnes. Tout ça, c'est la survie. La croissance, heureusement qu'on a une autre manière de gérer le stress. Tout le monde a deux manières de gérer le stress. La survie d'un côté qui est automatique et à la tête de laquelle nous ne sommes pas, nous ne commandons pas, nous ne sommes pas aux commandes de ces comportements plus forts que nous. C'est des peurs internes cachées qui les génèrent, mais bon, si on rentrait dans le détail, on pourrait démontrer très facilement ces choses-là, mais on ne va pas le faire pour faute de temps. Et puis, on a une deuxième je veux dire, façon de gérer les choses qui est très consciente, où on réfléchit à ce qu'on va faire et où on se dit, j'ai des difficultés avec telle personne ou j'ai des difficultés à telle situation difficile. Et en fait, je vais mobiliser mon énergie, quand bien même ça me coûterait de l'énergie, je vais Mmh. mobiliser mon énergie pour bien gérer cette relation et essayer de transformer cette relation qui n'est pas satisfaisante à un moment donné. Par exemple, si j'ai quelqu'un qui est en face de moi, mon interlocuteur est en survie, mais pour transformer cette relation qui n'est pas de bonne qualité en une relation qui est de meilleure qualité ou qui est de très bonne qualité. En fait, chacun de nous, face au stress, dans notre gestion du stress, et notre stress qui est psychologique, qui est lié à la relation interpersonnelle que l'on a avec les gens en face de nous, chacun d'entre nous investit de l'énergie émotionnelle justement pour faire en sorte de faire sortir les gens qui sont en face de nous ou la personne qui est en face de nous de la survie. Parce que si on ne la fait pas sortir de la survie, en fait, on n'arrivera pas à améliorer la relation avec elle. La clé pour améliorer la Mmh. relation, c'est
de la faire sortir de la survie ou de la faire sortir du stress. Et à ce moment-là, ce qui se passe, ce qui est intéressant, c'est que non seulement l'échange d'énergie positive reprend et qu'au lieu en fait, de perdre l'énergie dans un processus qui est complètement stéréotypé, défensif et simplement protecteur de notre capital énergétique, en fait, nous générons de l'énergie et cette énergie, cette génération d'énergie est réciproque. Et en fait, on commence à se partager de l'énergie émotionnelle positive et il n'y a pas de limite à cette génération d'énergie émotionnelle positive. C'est-à-dire que le gâteau qu'on va se partager, plus, en fait, on échange de l'énergie positive, plus on génère de l'énergie positive. Il n'y a pas de perdants, il n'y a que des gagnants et on est de plus en plus gagnants. Ce qui fait que la croissance, lorsqu'on est en croissance et qu'on arrive à faire passer quelqu'un qui était en survie en croissance, en fait, et qu'on est tous les deux en croissance, non seulement on ne pense plus à la communication parce qu'elle ne nous pose plus de problème, mais en fait, au niveau énergétique, on va générer plus d'énergie. C'est-à-dire on possède plus de capital émotionnel. Ce qui fait que, en fait, on s'enrichit en énergie et l'autre s'enrichit aussi. Et on s'aperçoit que ce qui est la clé, finalement, le point de départ, c'est de se centrer sur l'autre, de tenir compte de ses besoins et de lui donner de l'énergie positive. Et à ce moment-là, à partir du moment où on lui a donné l'énergie positive, normalement, la peur qu'il a d'une menace de perte de ressources ou l'impression qu'il a d'un déficit de ressources, tout ça s'estompe puisqu'on apporte de l'énergie. Et alors, chez Comprofile, c'est très équipé, tout ça, c'est très outillé, c'est très concret. À partir des concepts que je décris, en fait, on fait ça de manière très tangible. Et on opère aussi avec une méthode de profiling qui permet d'être précis par rapport à ça et de savoir dans quel registre de communication on est lorsqu'on a la difficulté avec la personne et de s'adapter à ça et d'être extrêmement fin, précis, rapide dans nos réactions, donc dans notre agilité comportementale. Alors, oui, par attends, exemple, Robert, je vais prendre la parole 2 secondes, Robert, tu m'entends? Pour ceux qui le souhaitent, avec Robert, on propose que vous passiez ce test, cet outil dont Robert vient de vous parler gratuitement pour les participants à notre masterclass. Il suffit que vous cliquiez sur le bouton en haut à gauche, cliquez ici sur le bandeau prendre rendez-vous en vert. Vous demandez un rendez-vous, nous vous enverrons un lien pour passer le test gratuitement. Et lors du rendez-vous, nous parlerons de votre problématique sur la cohésion et l'efficacité d'équipe et nous vous restituerons les résultats de vos tests. Voilà, donc profitez-en. Oui. Normalement, c'est un test qui est payant, donc on a décidé de l'offrir. On l'a fait la dernière fois, ça a bien plu, donc on a décidé avec Robert, c'est Robert surtout, qui a décidé de l'offrir de nouveau aux participants de notre masterclass. Et si je dois résumer en fait ce que vient de dire Robert, c'est qu'en gros, la survie, c'est un cercle vicieux. Si je fais un rapport avec les équipes, il y a une perte de compétences et de talent quand les équipes sont en survie, alors que la croissance, on est plus sur un cercle vertueux et là, on est en pleine maîtrise de ses talents et de ses compétences, d'où l'efficacité de l'équipe derrière. Est-ce qu'on enchaîne sur l'intelligence émotionnelle, Robert? Oui, on peut dire quelques mots sans prendre trop de temps parce que je voudrais qu'il y ait du temps pour les participants. Et en fait, quand on est en survie, un des éléments qui va être vraiment observable, c'est que la manière que nous avons, lorsque nous sommes en survie, d'exprimer nos émotions, là aussi va être dysfonctionnelle et va être inappropriée. Si on se centre, par exemple, peut-être qu'on peut mettre le tableau sur l'intelligence émotionnelle pour que les gens se repèrent. En fait, on sait que chacune des émotions a des fonctions bien précises qui sont très utiles pour chacun d'entre nous pour gérer des situations, pour mobiliser de l'énergie et par rapport aux problèmes qu'on peut rencontrer. La fonction de la peur, c'est de nous protéger, on le sait. La fonction de la colère, c'est d'obtenir réparation d'injustices ou de lever devant nous les obstacles qu'on a dans la réalisation de nos buts ou de limiter l'action ou le comportement de gens qui nous sont opposés. Bon, la tristesse, c'est une gestion de la perte et de la séparation. La joie, c'est l'expression d'un contentement, mais on sait que ça va beaucoup plus loin. Avec la joie,
et le partage de la joie, on resserre les liens entre et au sein d'une équipe, c'est particulièrement important, par exemple, de célébrer les bons moments, etc., et d'échanger de la joie. Mais on va plus loin, c'est dans l'échange de la joie, on transmet la fonction de la joie qui est, en fait, qui non seulement est du contentement, mais booste nos ambitions, notre confiance en nous, notre motivation. Et en fait, en partageant la joie, on, on, on booste la motivation, la confiance en soi et les ambitions des personnes qui travaillent avec nous. Donc, tout ça, c'est des fonctions. Donc, on s'aperçoit que bon, toutes les émotions, qu'elles soient dites positives comme la joie ou dites négatives comme la peur, la colère ou la tristesse, en fait, ont des fonctions d'une grande utilité pour chacun d'entre nous et ont des effets extrêmement, extrêmement opérationnels pour chacun d'entre nous. Ce qui se passe en survie, c'est que l'expression de ces émotions est inappropriée et devient bon, dysfonctionnelle. Et par plusieurs mécanismes, mais deux principalement, soit on a un excès dans l'expression de l'émotion. Alors, c'est particulièrement fort, par exemple, vis-à-vis de la colère, où on tourne à l'agressivité et à la violence. C'est particulièrement fort aussi par rapport à la peur, où tout d'un coup, la peur tourne à l'anxiété, à l'inquiétude latente, à l'angoisse, et nous coupe de l'action, ainsi de suite. Bon, mais ça, c'est les excès dans l'expression des émotions. Et puis, il se peut qu'on n'exprime pas les émotions, alors que les émotions sont faites pour être exprimées. Et que donc, on est, par abstention de l'expression de l'émotion, d'autres problèmes qui peuvent se poser. Je ne veux pas rentrer dans le détail parce que ça Mmh. prend beaucoup de Oui, temps, mais c'est très simple, hein, en même temps. Bon, donc, c'est les expressions dysfonctionnelles vont nous poser des problèmes. Et on voit déjà ce qu'on peut faire quand on est en croissance vis-à-vis de quelqu'un qui est en survie. On a vu vis-à-vis de l'énergie, il faut comprendre les besoins psychologiques de l'autre et les nourrir et donner de l'énergie à l'autre. Vis-à-vis des émotions, il faut comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière l'expression dysfonctionnelle et permettre à la personne de se rendre compte de l'impact de l'expression dysfonctionnelle de son émotion sur les autres personnes et l'accompagner dans une expression appropriée de l'émotion initiale. Tout ça, ça fait partie des interventions que l'on va faire lorsque l'on est en face d'une personne en survie. Ce n'est pas les seuls, mais c'est, disons, les deux premiers axes d'intervention qui sont principaux, hein, dans l'agilité comportementale. Donc, ce qu'on va faire, c'est ça. Et on peut donner des exemples. Hein, je pense oui, que oui, oui, si tu es d'accord, tout à fait. Nadège, on va donner des exemples par rapport à ça, des exemples évidemment vécus. Hein, le, par exemple, il m'est arrivé bon, disons, dans une intervention que j'ai parfaitement en mémoire et qui n'est pas si ancienne, j'intervenais dans une grande entreprise internationale et en fait, le PDG était un garçon extrêmement, extrêmement intelligent, jeune, bon, qui était arrivé à la tête de cette entreprise internationale en grimpant les échelons 4 à 4. Il était très, très intelligent et très redouté. En fait, chacun avait en tête il pouvait se faire exécuter par ce PDG à la moindre, au moindre comportement qui ne lui convenait pas, en quelque sorte. On parlait de lui comme d'un killer, en quelque sorte. Et bon, il utilisait son brio, il utilisait son intelligence ultra rapide, quelquefois pour critiquer très très fort les gens, quelquefois les humilier, et en fait pour se nourrir aux dépens de ces derniers, quoi. C'est-à-dire que vous voyez le mécanisme de la survie qui est là, en fait, pour obtenir l'énergie émotionnelle dont il avait besoin quand il était sous stress, par exemple, eh bien, impressionner les gens, leur faire peur, montrer qu'il était supérieur à eux, montrer son brio infiniment plus grand que le leur, lui permettait d'obtenir un sentiment de supériorité et bon, une reconnaissance qu'il extorquait aux autres.
c'est-à-dire qu'il volait son énergie aux autres. Bon, il avait beaucoup de qualités, mais il fonctionnait comme ça. L'impact, vous l'avez dû le connaître dans beaucoup d'entreprises, c'est que les collaborateurs immédiats, son comité exécutif, par exemple, les gens prenaient des précautions infinies avant de lui parler, avant d'intervenir. Donc les gens avaient très, très peur, surtout de rentrer en désaccord avec lui parce qu'ils pensaient qu'il pouvait être exécuté. Alors, ça, c'est le contexte. Moi, j'avais été amené à faire une intervention, d'accompagner tous les membres du comité exécutif dans un travail d'analyse en fait, des activités et d'établissement des investissements prioritaires qu'il y avait à faire. C'était un travail qui a engagé la stratégie de l'entreprise, qui était très, très important, que les gens ont fait. Moi, j'avais simplement un travail de facilitation à faire là-dedans et d'animation. Et en fait, au bout de peu de temps, les gens ont commencé à dire, mais on est en train d'élaborer des options stratégiques dont on ne sait pas si elles sont en accord avec les options de notre PDG ou avec la conviction qu'elles pouvaient ne pas être en accord. Et bon, moi, dans mon travail d'animation, je leur avais dit, mais il faut en parler, il faut qu'ils viennent nous voir, et il faut que lui en parler. J'avais demandé au numéro 2 de la boîte, qui était le directeur opérationnel, d'en parler à son supérieur. En fait, très vite, je me suis aperçu que tout le monde avait peur de faire ça. Et on est arrivé, en fait, à la fin de la conception, au bout d'un travail qui a duré 1 an environ, et qui a mobilisé énormément les équipes, on est arrivé à un point où il fallait présenter les conclusions des groupes de travail et des grandes directions de l'entreprise. Et évidemment, tout le monde, et ça devant le PDG. Et tout le monde pensait qu'ils allaient se faire aligner, peut-être, si leurs options étaient différentes. Et bon, je me suis aperçu que personne n'allait lui parler. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris l'initiative d'aller vers lui. Et je lui ai dit que, en fait, c'est bon, d'abord que les gens avaient formidablement bien travaillé, avec un sérieux et un engagement formidable, et puis qu'ils avaient un respect extrêmement grand de son sens stratégique, de ses idées, de ses intuitions stratégiques, et qu'ils allaient lui présenter le produit de leur travail, mais qu'ils ne savaient pas s'il serait d'accord avec ça. Et je lui ai dit, votre avis va être très, très important pour eux. Il est possible que vous soyez en désaccord. Si vous êtes en désaccord, je pense que vous allez... l'expression de votre désaccord va passer si vous reconnaissez déjà le travail qu'ils font et si vous dites bien quels sont les enjeux qui font que d'autres options sont possibles. Et bon, je lui ai dit, à mon avis, les gens vont, s'il y a un désaccord, ils vont bien le prendre parce qu'ils attachent énormément d'importance à votre perspicacité et à la pertinence de votre jugement. Et en fait, ça aurait duré toute une journée de travail longue et intense. Et à la surprise de tout le monde, le PDG s'est extrêmement bien comporté, c'est-à-dire donnant son avis, mais de manière très respectueuse, sans faire de la critique, sans humilier personne, etc., etc. Et en fait, si on analyse ça, eux, ils analysaient ça comme un miracle du consultant, mais en fait, il n'y avait pas de miracle du consultant. Sous stress, qu'est-ce que ce garçon faisait? En fait, sous stress, il mettait les gens très bas, de telle sorte qu'il était supérieur à eux et qu'il obtenait de la considération. À partir du moment où on lui donnait de la considération au départ, que son avis était vu comme très pertinent, que sa perspicacité était reconnue de tout le monde, que son sens stratégique était reconnu et tout ça, il n'avait plus besoin d'extorquer ça aux gens et de leur voler ça. Donc, il n'avait plus besoin de les mettre plus bas que terre, il n'avait plus besoin de les critiquer. En fait, il se centrait sur le contenu même des projets et donnait son avis sans risque de dévalorisation des gens, sans risque d'humiliation des gens. Le miracle tenait à ça. C'est ça l'agilité comportementale. C'est de s'adapter à la personne qui est en face, vraiment de se centrer sur elle, de voir quels sont ses besoins psychologiques, de les nourrir de telle sorte qu'il n'y ait plus de raison du stress chez cette personne, et de faire en sorte que, en fait,
cette personne n'ait plus à voler ou à extorquer son énergie aux dépens des autres, mais soit sereine, n'ait pas d'inquiétude, n'ait pas de peur interne de ne pas avoir ce dont elle a besoin, et donc qu'elle puisse fonctionner, je veux dire, comme, disons, de manière normale et simplement équilibrée. Voilà, ça c'est un exemple. Alors on pourrait multiplier les exemples de ce genre. J'imagine que vous-même, sans connaître Comprofiles, vous avez fait des choses de ce genre dans votre vie, et peut-être à de nombreuses reprises. Maintenant que vous vous dites, tiens, regardez les choses, vous verrez que sans doute, vous avez nourri les besoins de la personne avant même que l'action, ou dans le courant de l'action, et que donc, en nourrissant, en donnant de l'énergie positive à la personne, vous dispensez la personne de vous envoler. Alors ça, c'est un exemple, je pense que tous les gens qui travaillent en entreprise connaissent ça. Je sais qu'il y a avec nous des consultants et des coachs et qui ont à intervenir auprès de leurs clients par rapport à ça. C'est des choses qui sont, je pense, importantes. Nadège, si tu es d'accord, je donnerai un autre exemple encore, Oui. mais cette fois l'exemple d'une équipe de direction, hein, c'est-à-dire bon, c'est un autre COMEX, mais l'intervention, c'est pas le même type de besoin et pas le même type d'intervention. En fait, c'est une entreprise de production, disons, de quinzaine de milliers de personnes, c'est-à-dire une grosse entreprise de production, avec une structure matricielle. Bon, vous voyez ce que c'est, c'est-à-dire qu'il y a des directeurs qui dirigent des business units, et puis il y a au niveau central des gens qui dirigent des fonctions, hein, qui peuvent être la finance, les ressources humaines, ou des choses comme ça, et qui supervisent en fait à l'intérieur des business units les mêmes fonctions de finance, de ressources humaines, de stratégie, de qualité, etc., ou autres, à l'intérieur des business units. Et en fait, moi, j'ai été appelé dans cette entreprise parce que la direction générale pensait que le travail au sein du comité exécutif, en fait, n'était pas de bonne qualité. C'est-à-dire peu de confiance réciproque entre les membres, peu de coopération, et que ensuite, ça avait évidemment des effets de halo, ça se déployait à l'intérieur des unités, des business, des unités d'affaires de l'entreprise, et que donc ça freinait absolument les choses. Et bon, et en analysant, bon, je fais un travail de consultant par rapport à ça, avec des entretiens et tout ça avec les gens, mais la direction générale, quand je lui ai dit, bon, il y a tout un ensemble de points qui peuvent être travaillés pour aller faire une stratégie d'amélioration. Et en fait, la direction générale m'a dit, mais d'abord, l'important, c'est de renforcer la confiance à l'intérieur du comité exécutif, de renforcer la qualité des relations, la connaissance réciproque des gens, pour qu'ils puissent en fait très bien travailler à l'intérieur du COMEX, et qu'ils entraînent cet esprit d'une bonne collaboration, d'une bonne coopération à l'intérieur même de l'entreprise. Donc on a commencé par un séminaire d'agilité comportementale et leadership, pour mettre les gens beaucoup plus à l'aise, pour les rapprocher, pour qu'ils se sentent mieux dans une circonstance comme celle-là, qu'ils ne se sentent pas en danger et qu'ils aient l'envie de coopérer, non seulement à l'intérieur du COMEX, mais entre les différentes business units aussi, et évidemment entre les business units et puis les fonctions centrales. Bon, voilà par exemple, un autre exemple, hein. Évidemment, on pourrait en dire beaucoup plus sur cet exemple-là, ce n'est pas limité à ça, mais c'était le point de départ. Et le point de départ nécessaire de l'avis même des dirigeants de l'entreprise. Alors, je ne sais pas si on est bientôt aux 45 minutes, mais c'est vrai que moi, je peux témoigner aussi dans mon ancienne entreprise. On t'a fait intervenir auprès de nos managers au potentiel qui ont des postes très anxiogènes, très stressants, et qui sont en contact avec des fournisseurs, des clients, la hiérarchie, les équipes, etc. Et qui réagissaient souvent de façon impulsive et sous tension, ce qui forcément impactait la qualité des relations qu'ils pouvaient avoir
avec les clients, les fournisseurs, les collaborateurs et même leur hiérarchie. Et Robert, en fait, fait des sessions de formation, de séminaires à l'agilité comportementale et au leadership pour leur donner les clés et arriver, en fait, à gérer leurs émotions, à agir plus en croissance, parce qu'on peut avoir le choix d'agir en croissance quand déjà on en a la conscience de ce qu'on est en train de vivre et des émotions que l'on ressent, et de leur apprendre à exprimer leurs émotions, mais de façon plus appropriée. Et de telle façon, derrière, à avoir des relations beaucoup plus harmonieuses et efficaces, que ce soit avec leurs clients, avec leurs collaborateurs, avec leurs collègues, avec leurs managers. Et ça fait depuis, je crois, 2015 ou 2016 que Robert intervient au sein de cette société et a formé, je ne sais pas, tu en as formé combien? Là, on en est à peut-être 800, je crois. 800 peut-être, 800, 1000 collaborateurs à l'agilité comportementale, qui eux-mêmes vont en parler, vont le déployer autour d'eux, autour de leur équipe. Et on a constaté une nette amélioration dans la qualité des relations et donc derrière, dans l'efficacité pour tout le monde. Et c'est déjà beaucoup plus agréable de travailler en croissance que sous stress. Voilà, Alors, on est à 45 minutes, on a respecté le délai. Maintenant, peut-être qu'on peut alors, on peut retourner. revenir sur des points, Oui, peut-être que certaines personnes, après tout à fait. avoir écouté ces quelques Ah ben oui, éléments un Stéphane peu de. Tarnowski a participé, tout à fait. Ouais, vous pouvez rajouter des enjeux qui sont les vôtres, ou je veux dire, des choses qui vous concernent dans vos situations. Si je reprends je veux dire, je remonte à rebours là, comme ça, pour quelqu'un qui est PDG, qui rencontre un problème entre les anciens du CODIR et les nouveaux, ou entre le nouveau CODIR et l'ancien, et bon, ou qui est dans une situation de changement, il est certain que c'est pas possible que d'emblée les relations soient bonnes. C'est pas possible. Il va falloir faire quelque chose. Les relations vont être bonnes si les gens sont absolument convaincus de la nouvelle stratégie, et de la nécessité du changement, et peut-être de la manière de mener le changement, mais ça ne dit pas que la qualité des relations va être tout d'un coup, par une génération spontanée, bonne. Il faut travailler dessus. Il faut travailler dessus, et là encore, je fais la supposition que le projet commun. Bon, tout le monde y adhère, mais souvent, c'est pas le cas, parce que les gens se disent: «Est-ce qu'ils vont perdre des territoires? Est-ce ils vont perdre quelque chose, là-dedans? Quels sont les dangers qu'il y a pour eux?» Ça veut dire que ça excite les émotions, notamment les peurs ou la colère, et que donc il faut gérer ça. Que ce soit pour ces raisons-là qui génèrent de l'émotion, ou que ce soit pour le fait qu'il y a des anciens et des nouveaux, que les gens ne se connaissent pas, la qualité des relations et l'établissement de la confiance, la capacité de coopérer entre les gens va être décisive. Et là, le meilleur outil qu'on puisse connaître, c'est ce qui découle d'un état d'esprit et d'une vision du monde tournée vers les autres, vers l'autre, plutôt que vers soi. Et l'élément essentiel qui nous permet de démontrer ça de manière évidente à l'autre, donc de dissiper des peurs, d'augmenter la confiance, c'est l'agilité comportementale, c'est-à-dire de se comporter en croissance, de ne pas tomber dans des mécanismes de survie. L'élément essentiel pour quelqu'un, c'est d'augmenter sa capacité à croissance sous un stress de plus en plus important, et d'être capable de gérer le stress de l'autre, c'est-à-dire de donner la priorité à l'autre. C'est les bases de l'agilité comportementale, et d'être moins vulnérable à la survie. Et ce qui nous rend vulnérables à la survie, c'est ces mécanismes qui sont automatiques chez nous, qu'on ne peut pas éviter, mais qu'on peut réguler, qu'on peut tempérer, et auxquels on peut substituer la croissance, ces mécanismes de survie qui font que on est gouverné par des peurs, et qu'on croit qu'on va perdre notre énergie émotionnelle, qu'on va perdre les capacités de satisfaction de nos besoins psychologiques qui génèrent cette énergie, et tout ça. Donc c'est ça qui va être décisif. Alors, il y a quelqu'un qui dit: «Je suis très intéressé par un rendez-vous On a rendez-vous individualisé, mais déjà, on a l'agenda rendez-vous avec Séverine déjà. ne se charge pas. Mais L'agenda ne se change pas, moi, ça si me vous avez dépasse. des problèmes pour prendre rendez-vous, à la limite, écrivez-le sur le chat et on vous contactera individuellement, je m'en occuperai. Oui, Oui. c'est vrai. D'accord.
Alors, bon, en ce qui concerne Guillaume, là, je pense qu'il y a pas mal à réfléchir. Ce serait bien Guillaume, d'avoir un si je peux me rendez-vous. permettre, Robert, en fait, c'est la moitié du CODIR qui a du mal à déléguer, à prendre de la hauteur et qui est beaucoup dans de l'opérationnel, en fait. En plus, dans la même entreprise? Dans cette Dans cette entreprise-là. Oui, tout à fait. Bah, on voit bien si les gens, bon, là, on sait que des dirigeants ou des managers qui ont du mal à déléguer, en fait, ben, pensent ou éprouvent les choses de telle manière que ils ont l'impression que s'ils délèguent, les autres ne vont pas faire le travail aussi bien que ce qu'ils le font eux. Donc, ils ne délèguent pas. Donc, ils prennent tout le travail sur leurs épaules. Évidemment, ils ne peuvent pas créer de la valeur dans d'autres, là où ils pourraient créer le plus de valeur, c'est-à-dire Mmh. dans des nouveaux développements, dans des innovations, Tout dans à fait. d'autres fonctions plus stratégiques. Mmh. Et ils versent dans quoi? Un, ils prennent tout le travail, ils croulent sous le travail et ils versent dans le micromanagement. Oui, Bon, ça, ces mécanismes-là, on les connaît très très bien. Bon, évidemment, on travaille là-dessus dans un séminaire d'agilité comportementale, on va travailler sur ces points-là. C'est des points majeurs hein, tout de à fait. développement. Nous avons Alors, rendez-vous avec Guillaume, prévu un lundi déjà. oui, Mmh mh. d'accord, ok. Si peut-être, euh, On est à 50 minutes, donc on va pas tarder de toute façon non, à rendre mais l'antenne. bon, par exemple, pour la personne qui est en SDIS, hein, c'est-à-dire Oui, qui appartient Séverine. au corps des pompiers, j'imagine, et bon, avec une équipe ancienne où les relations sont très passionnelles. Alors, ça peut être des très bonnes bases, hein, mais en même temps, il peut y avoir des contentieux qui persistent et qui n'ont jamais été réglés. Il va bien falloir traiter les contentieux parce qu'on ne peut pas aller vers du nouveau quand la qualité des relations nous tire vers le passé. Donc là encore, très souvent, comment gère-t-on les relations ou les mauvaises relations? En ne les traitant pas, en restant dans des situations où il y a une espèce de gentleman agreement qui dit ne t'occupe pas de moi, je ne m'occupe pas de toi, ou laisse-moi tranquille, je te laisse tranquille. Et en fait, ça ne génère rien de bon. Ça ne permet pas de régler les problèmes. Pour régler les problèmes, il faut en parler, il faut Mmh. communiquer, il faut les aborder sans que ce soit dangereux pour l'une ou l'autre des parties. Et donc, c'est des choses de ce genre qu'il faut mettre en œuvre. Ça demande. Bon, là encore, ça rentre dans le champ qui est celui que nous abordons aujourd'hui. Alors, peut-être on est à la fin du On est à temps. la fin, oui. D'accord. Bon, ok, donc j'ai tendance à être trop bavard de tout ça. Tu es un Je vais passionné, Robert. m'arrêter. Tu m'entends, Robert? Est-ce que tu Oui, m'entends? oui, oui, oui. Oui, je disais que tu étais un passionné et que c'est passionnant de t'écouter. On a la date de notre prochain webinaire, si je ne me trompe pas, c'est le 14 novembre. On vous annoncera le contenu bientôt sur notre newsletter, sur notre page LinkedIn, et vous le retrouverez sur le site du campus aussi. Nous vous remercions une fois de plus d'avoir été nombreux à participer, à rester presque jusqu'au bout. Il n'y en a que quelques-uns qui sont partis, mais on a réussi à garder la majorité des participants avec nous. Nous Je vous vois qu'il y en a remercions ouais, pour votre il y en a encore fidélité. beaucoup. On vous souhaite une belle journée à tous. N'hésitez pas à demander des rendez-vous, à prendre rendez-vous sur le lien que vous avez là, ou à nous Oui, solliciter directement via la page LinkedIn ou sur notre site internet comprofiles.fr, oui, bien si évidemment. vous voulez avoir votre bilan et votre profil de communication, je veux dire, c'est ouvert, hein, c'est offert par Comprofile Institute. Donc, n'hésitez pas, ce sera une information qui sera précieuse pour vous. Et vous verrez, ça vous permettra de mettre les choses en perspective. Tout à fait. Merci et bonne journée à vous tous. Au revoir. Au revoir.